Je pense que tout le monde est installé. Nous allons commencer notre table ronde qui se déroule sur le thème Actualité du Moyen-Âge dans le cadre du festival Lumière d'hiver. Je suis ravie d'accueillir Emanuele Arioli, qui est le parrain de ce festival, archiviste, paléographe et médiéviste, chercheur à l'Université autonome de Barcelone, c'est assez récent apparemment, et maître de conférences en langue et littérature médiévale. Véronique Dominguez-Guillaume, qui est professeure en langue et littérature du Moyen-Âge à l'Université de Picardie-Jules Verne. Et Carole Martinez, romancière, dont nous allons évoquer deux ouvrages qui nous plongent dans l'époque médiévale. Bienvenue à tous les trois. Emanuele Arioli, alors, vous avez le luxe d'un micro chacun, c'est beau. On vous connaît notamment pour la redécouverte d'un chevalier de la table ronde qui était tombé dans l'oubli, c'est Ségurant, le chevalier au dragon. Le premier morceau de son histoire, écrit au XIIIe siècle, vous le trouvez en 2010 à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, dans un manuscrit des prophéties de Merlin qui a appartenu au cardinal de Richelieu. Et c'est le début d'une quête qui va durer une dizaine d'années à travers les bibliothèques d'Europe. Peut-être certains d'entre vous ont vu le documentaire qui a été projeté hier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la découverte de la mention de ce chevalier inconnu? Et comment s'est organisée cette quête qui a été pleine de rebondissements sans doute, et notamment à la découverte de certains manuscrits brûlés qui ont relancé vos recherches? Disons que c'est une découverte qui est venue au fur et à mesure. La découverte est celle de la mise en liaison de fragments, 28 en tout, qui étaient dispersés à travers l'Europe. Et à chaque fois, c'était une grande émotion de trouver un nouveau fragment, de me dire j'ai une nouvelle pièce pour un puzzle. Je ne sais pas si je pourrais finir le puzzle un jour, mais voilà, c'est donc comment s'est organisée la recherche. À partir de ce manuscrit donc incomplet, donc c'est mon premier manuscrit qui s'arrête au milieu d'une phrase. J'ai conçu l'idée de réunir tous les morceaux et donc j'ai commencé à faire des listes de manuscrits à consulter à travers l'Europe. Mais comme à l'époque j'étais très jeune et naïf, j'avais 22 ans à l'époque, je me disais qu'en quelques mois j'aurais fini, jusqu'à me rendre compte qu'il a fallu 10 ans en tout. Voilà. En fait. 10 ans en tout, puisque voilà, il y en avait partout de ces morceaux et donc il fallait chercher partout pour reconstituer ce roman perdu. Et alors, dans des manuscrits parfois tout à fait inattendus, comme à la bibliothèque de Turin, c'est ça? Tout à fait. À Turin, il y a eu un incendie terrible en 1904 qui a ravagé la bibliothèque. Entre 2000 et 3000 manuscrits brûlés, 30 000 livres en tout. Et c'était vraiment le moment le plus émouvant de ma recherche, parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 90% des manuscrits perdus du Moyen-Âge, ce qui est énorme. Mais jusqu'alors, c'était pour moi une donnée abstraite. Et là, j'arrive à Turin, je suis admis aux réserves et je vois ces étagères remplis de ces boîtes de manuscrits brûlés. Je commence à les ouvrir et là, je vois parfois des manuscrits qui sont des blocs calcinés, donc qu'on ne peut pas ouvrir. Et puis des manuscrits qui ont été ouverts, mais sont extrêmement fragiles. Et puis parfois des boîtes avec des milliers de fragments minuscules. Et pour aujourd'hui, on ne peut rien faire. Et je rêve dans le futur, avec l'intelligence artificielle, peut-être de scanner les parties, de recomposer la mosaïque. À l'intérieur. Voilà, mais c'était vraiment le moment le plus difficile de ma recherche, le plus émouvant aussi. Et le film documentaire sur Arte le montre aussi. Et c'était une joie de pouvoir montrer ce moment qui était aussi... non seulement je trouvais un fragment important dans ma recherche, mais c'est aussi un moment extrêmement émouvant. Alors vous le disiez, vous avez réuni 28 manuscrits qui étaient dispersés dans 7 pays pour reconstituer l'histoire de Ségurant, qui se situe entre le XIIIe et le XVe siècle, si on compte les prolongements du récit. Ce roman arthurien, vous l'avez traduit en français moderne et accessible, et l'édition est parue aux Belles Lettres. Voilà, vous verrez tout à l'heure sans doute passer la couverture. Le chevalier Ségurant, il a une histoire qui est scindée en 2 parties très distinctes. Et contrairement à d'autres chevaliers de la table ronde, ce n'est pas l'amour qui le guide. Absolument pas. C'est un chevalier qui n'est pas amoureux, donc très différent des autres, de Lancelot qui aime Guenièvre, de Tristan qui aime Iseux. Lui, il a une trajectoire particulière puisqu'il poursuit un dragon illusoire. Donc le voilà, il veut devenir le meilleur chevalier au monde. Il se rend au royaume du roi Arthur, il participe à un tournoi. On comprend qu'il va être le meilleur chevalier du monde, mais voilà que la fée Morgane invoque un diable qui apparaît sous la forme d'un immense dragon. Ségurant, très courageux, traverse un mur de feu pour poursuivre ce dragon, mais voilà qu'il est victime d'une magie, d'un ensorcellement, et se retrouve piégé, obligé par magie à poursuivre ce dragon sans fin.
Et après ceci, on a toutes ces aventures de Ségurant qui poursuit le dragon, qui sont morcelées donc, dans divers manuscrits à travers l'Europe. Vous écrivez, page 16 du roman qui concerne Ségurant, « Aujourd'hui redécouvert, le chevalier au dragon était l'un des chaînons manquants de l'histoire du roman européen, parce qu'en fait, il appartient à la tradition, il est écrit dans le nord de l'Italie, mais il appartient aussi à d'autres traditions. Il y a des versions différentes, dans des traditions notamment germaniques. » Absolument. Donc, il a été écrit au XIIIe siècle en Italie, et je me demande si le fait d'avoir été écrit en Italie ne fait pas que cette réception de la légende du roi Arthur, donc légende bretonne liée à la Grande-Bretagne, à la Bretagne, qui transite jusqu'en Italie en passant par la France, et donc transformée aussi parce qu'elle s'acclimate à un contexte culturel différent. Et en effet, on voit émerger un roman qui anticipe déjà des choses qui vont se passer ensuite. Donc, c'est pour ça que je parle d'enchaînement manquant, puisque par rapport au roman arthurien traditionnel, il y a quelques nouveautés, et puis ça annonce déjà les textes de la Renaissance en quelque sorte. Donc, on voit des personnages décalés, Ségurant lui-même, mais il y a d'autres personnages qui sont assez décalés, et puis on voit émerger aussi un univers qui n'est pas l'univers courtois. Il y a l'univers des paysans, l'univers des bourgeois. Et je me dis que peut-être cela peut être lié aussi au fait que le texte est écrit pas en France. Et donc, on essaie c'est aussi le croisement de plusieurs cultures. Donc, d'abord de cette légende bretonne qui arrive à travers la France. Et puis, en effet, Ségurant est peut-être aussi lié à un autre personnage germanique et scandinave qui est Siegfried Sigurd. Donc Siegfried, le célèbre héros qui tue un dragon de la chanson des Nibelungen, et Sigurd, le plus grand personnage de la mythologie scandinave. C'est le même personnage, mais qui voyage en quelque sorte. Et je me suis demandé donc s'il pouvait y avoir un lien du moment où il y a plusieurs points en commun. Ils traversent un mur de feu, ils ont une aventure avec un dragon, mais ont aussi un nom très proche. Donc, il faut savoir que Ségurant, dans les manuscrits les plus anciens, est appelé Sigurant. Sigurant, Siegfried, Sigurd, on est très proche. Et puis, à côté de Venise, le texte a sans doute été écrit à Venise, les mentions les plus anciennes se situent dans la région de Venise. Mais il y a un château, il Castello di Roncolo, près de Bolzano, où il y a des fresques sur la légende du roi Arthur, et on trouve le roi Arthur et pas loin Siegfried. Si bien que cela montre que ces légendes ont voyagé jusqu'en Italie et cette rencontre est possible. Et si cela est avéré, vraiment, c'est la rencontre de plusieurs cultures qui émergent dans ce texte. C'est fascinant. Véronique Dominguez-Guillaume, notre table ronde se déroule sur le thème actualité du Moyen-Âge, et il faut bien constater que cette période médiévale, elle a de fortes résonances aujourd'hui dans notre société, à travers à la fois la culture populaire, mais aussi la culture officielle, la littérature, les jeux vidéo, les films, etc. Comment expliquer ces nombreux emprunts et cet engouement qui persiste aujourd'hui pour le Moyen-Âge ? Alors, je pense en fait que mon micro ne marche pas, c'est ça ? Si, il marche très bien. Bon, c'est merveilleux. Je pense en fait que cet engouement pour le Moyen-Âge, il vient du fait que nous avons de la chance, parce que d'une certaine façon, le Moyen-Âge marque le paysage. Enfin, je parle ici à des gens dans le Beauvaisis et à Beauvais qui en savent quelque chose. Le paysage, en fait, pour vous, est habité, notamment par cette cathédrale qui vous regarde, qui nous surplombe. Et je pense en fait que lorsqu'on a la chance d'avoir un patrimoine comme ça qui est extrêmement habité, qui est hanté en fait par une période, il est naturel en fait de s'y intéresser et de s'y reporter d'une certaine façon. Et je le vois en fait à titre de ma position d'enseignante. Pour moi, il est toujours assez facile, en quelque sorte, d'accéder à mes étudiants, et j'ai la chance d'en avoir un certain nombre qui sont venus aujourd'hui, et je les remercie, parce que ça me fait plaisir en fait de voir que effectivement ça fonctionne, et que qu'est-ce qui fonctionne en fait dans cette affaire, et comment peut-on d'une certaine façon intéresser nos étudiants, nos étudiantes, et puis un public bien évidemment beaucoup plus large, à partir finalement d'une évocation qui est celle de ce passé, sur lequel précisément plus il est loin et moins on en sait. En tout cas, c'est une impression qu'on a. Et précisément, c'est pour ça que je dis qu'on a de la chance, nous qui travaillons en fait sur une période qui est relativement séparée de nous, parce qu'on a cette espèce de, c'est une valeur ajoutée en fait, que celle de ce savoir qu'on va apporter sur une période qui, du fait qu'elle est reculée, semble encore une fois un peu plus charmante, un peu plus mystérieuse, et sur laquelle donc ce que nous allons apporter en fait en termes d'éclairage va être en quelque sorte, je sais pas, une révélation, un accompagnement, quelque chose qui va permettre en fait de mieux découvrir tout ce qui est autour de nous. Donc pour moi, en fait, c'est cet éloignement du Moyen-Âge qui, paradoxalement, en fait, le rend plus séduisant. Et je le rencontre, en fait, au jour le jour avec mes étudiantes et mes étudiants.
Alors, on vient de parler de l'histoire de Séguran, qui est écrite en français, une langue romane qui circule à travers toute l'Europe à l'époque. On peut parler d'une francophonie médiévale, peut-être, à ce moment-là. C'est une période où les langues, les manuscrits, les idées circulent peut-être plus qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Alors ça circule en effet, il y a, tu l'as bien montré en fait, la possibilité que ces différents éléments circulent avec différents supports. Alors on peut, nous quand on travaille en effet sur la circulation des manuscrits, on peut retracer comme tu l'as fait un certain nombre de ces histoires. Je pense aussi que là, pareil, on peut peut-être essayer de revoir un peu les choses autrement. Il y a aussi une très grande diversité de langues qui fait que probablement les gens ne se comprenaient peut-être pas si bien que cela. Et précisément ça, il faut l'avoir à l'esprit. Donc il y a une multiculturalité, il y a un multilinguisme. Alors je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une francophonie. Il y a bien évidemment des langues qui sont privilégiées. Et pourquoi précisément notre culture à nous, notre Moyen-Âge à nous, en fait, a bien circulé? Eh bien parce qu'on avait cette langue romane qui était le français. Et je vais prendre l'exemple en fait de la circulation de cet anglo-normand qui a été très très important en fait au XIIe siècle à la cour de Henri Plantagenet. Tu évoquais tout à l'heure en fait dans ta médiathèque idéale, il y avait Marie de France et nous savons en fait que Marie de France donc est passée probablement par cette cour et que à cette cour en fait d'Henri Plantagenet, quand on était chic, quand on était éduqué, eh ben on parlait français. Et donc on parlait cet ancien français, précisément cet anglo-normand, qui permettait en quelque sorte d'être un marqueur de culture et qui composait en fait quelque chose comme un trait d'union entre donc cette Bretagne, grande, petite, insulaire ou pas, et puis donc ce qui pouvait se passer dans le royaume de France. Voilà. Donc ça c'est un exemple, mais encore une fois, ce lien-là, cette espèce d'élection en fait par la langue, ça se fait par endroits. Il y a des circulations qu'on peut retracer, et en même temps, n'oublions pas que probablement les gens en fait d'une certaine façon aussi, ne se comprenaient pas tous. Et qu'il ne faut pas, en fait, imaginer, reconstruire, je dirais, fantasmer ce Moyen-Âge-là. Vous êtes spécialiste du théâtre médiéval du XIIe au XVIe siècle et de ses résurgences et adaptations sur les scènes contemporaines. Alors, on vient d'évoquer la persistance du médiéval dans notre culture à travers de nombreux biais. En ce qui concerne le théâtre, les textes dramatiques qui sont très variés, la passion, mystère, les farces, par exemple, on a l'impression qu'en dehors de la communauté des chercheurs, le théâtre souffre plutôt d'une forme de désaffection contre laquelle vous luttez, bien sûr. Alors oui, on y travaille en fait depuis de très très nombreuses années. Il y a plein de façons en fait de répondre à votre question. Et clairement en fait, je vais essayer de me concentrer. Si j'osais, je vous demanderais en fait ce que pour vous dans la salle, c'est le théâtre médiéval. Et à partir de votre réponse, on pourrait voir effectivement comment reconstruire, comment faire en sorte que ce théâtre soit peut-être mieux connu en fait que ce qu'il ne peut être aujourd'hui. Je me demande en fait si tout le monde sait ce que c'est qu'un mystère, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Oui. Je vois des oui, je vois des non. Oui. Donc un mystère, en fait, c'est une grande pièce de théâtre religieux. Ça fait partie de ces choses, en fait, qui mobilisaient des villes et des communautés entières, en fait, pendant des années. Puisqu'en fait, c'est là aussi qu'il faut avoir à l'esprit que c'est un grand théâtre. Ces pièces, en fait, qui étaient monumentales. Je vais vous donner un exemple, en fait. La pièce centrale au XVe siècle, à partir de laquelle toutes les pièces se réécrivent, qui s'appelle Le Mystère de la Passion d'Arnould Gréban, c'est une pièce qui fait 34 000 vers. Autant vous dire en fait que c'est pas une pièce qu'on va jouer en 2 jours, ni qu'on va monter en fait en 3 semaines. Donc les gens préparaient ces choses. On a aujourd'hui la preuve en fait que des répétitions étaient organisées. Donc en fait il y avait tout un travail d'élaboration du spectacle. Et ce spectacle ensuite il était donné. Alors était-il donné dans son intégralité? C'est ce qu'un manuscrit luxe pourrait nous laisser à penser, parce qu'il y a tout dedans. On peut aussi se dire non mais c'est pas gagné quand même de jouer ce genre de choses, donc peut-être que c'était davantage fragmentaire, possible. Mais en tout cas, ces pièces-là, elles constituaient des événements, et c'est comme ça, en fait, me semble-t-il, que le théâtre fonctionne. Le théâtre, s'il n'est pas un événement pour la société qui le montre, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas intérêt. Ça en avait. Ça en avait au point, effectivement, où tu pouvais dire tout à l'heure que en 1548, on avait interdit ce théâtre, et c'est vrai. On l'a interdit. Mais quand on interdit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il arrête d'exister. Ça veut juste dire en fait que politiquement parlant, religieusement parlant, en 1548 à Paris, le Parlement a dû prononcer en fait un coup d'arrêt sur les mystères parce qu'en fait, ça posait divers problèmes.
Mais ça ne veut pas dire en fait que ce théâtre n'est pas important, ça ne veut pas dire en fait qu'il ne faut pas le monter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Au demeurant, personne ne s'y est vraiment trompé parce qu'on a continué à le monter tranquillement. C'était pas à Paris, c'est pas grave, on va le monter en banlieue, c'est pas grave, on va le monter en province et tout ira bien. Et certains ne s'y sont absolument pas trompés. Et donc, je donnerai juste ce petit exemple. Quelqu'un connaissait très très bien les mystères que ici tout le monde connaît dans la salle. Et ce quelqu'un, il s'appelle Molière. Et Molière, en fait, il savait parfaitement ce que c'était que les mystères. Et je vais vous donner juste un tout petit exemple. Peut-être qu'on verra en fait passer un moment. La pièce du décor qui était la plus connue dans les mystères, c'était l'enfer. C'était formidable, parce que là, évidemment, c'était là qu'il y avait de l'action, c'était là qu'il y avait des choses dangereuses. Les gens aimaient, en fait, bien évidemment, et avaient peur de cette reconstruction de l'enfer. Et chacun sait ici, en fait, que Don Juan termine dans les flammes de l'enfer. Et chacun sait probablement aussi que tout ça se passait en fait à l'hôtel de Bourgogne et que l'hôtel de Bourgogne, il récupère un certain nombre des décors en fait, qui étaient ceux des mystères de la Passion. Et on peut imaginer en fait que ce décor de l'enfer avait quelque chose à voir en fait avec le décor qui était resté en fait de l'époque médiévale et de cette époque en fait où on avait les confrères de la Passion qui jouaient à l'hôtel de Bourgogne. Je n'en dirai pas plus. Si vous le voulez, on pourra en rediscuter. Mais en tout cas, voilà, ces mystères, ils ont continué à exister et ils méritent clairement encore notre attention. Merci. Carole Martinez, vous avez été comédienne et professeure de français pendant une vingtaine d'années avant de devenir scénariste et romancière. 2 de vos romans se situent au Moyen-Âge, du domaine des Murmures, paru chez Gallimard en 2011 et qui vous a valu le prix Goncourt des lycéens, et La Terre qui penche, paru chez Gallimard en 2015, des romans d'une grande puissance qui flirtent avec le conte et le merveilleux. Comment est né chez vous le désir de faire du Moyen-Âge un matériau littéraire ? Ah non, mais c'était pas du tout un désir. Non, moi je détestais l'époque médiévale. Donc, en cours, j'ai vraiment détesté l'histoire. Il y a du boulot. Ah ouais, non, mais vraiment, enfin, je suis pas tombée sur des super profs d'histoire et donc en fait, j'ai pas aimé ça. J'ai découvert l'histoire en passant mon bac parce que à ce moment-là, j'étais toute seule avec l'histoire tout d'un coup et je devais rattraper tout le temps perdu. Je me suis plongée dans l'histoire, j'ai trouvé ça génial, mais c'était pas l'époque médiévale. Et puis après, en cours de lettres, oh là là, l'ancien français. Oh, mais quelle horreur! Il y a dans la salle des... Pardon, quoi, mais j'ai détesté et je devais en faire pour passer mon CAPES. J'ai appris les traductions des laits de Marie de France par cœur pour pouvoir faire au moins mes 5 points de traduction. Non, mais j'étais vraiment très, très mauvaise. L'ancien français, c'était une cata. Et puis après, quand j'ai été prof, la classe de 5e, je l'évitais. Ou alors je ne faisais pas le programme. C'était une allergie. Je faisais faire policier parce que je ne supportais pas. L'époque médiévale, c'était absolument à éviter. Donc en fait, je n'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'était pas du tout prévu. Je voulais écrire un roman contemporain à la base. Donc il n'était pas du tout question que je me retrouve à l'époque médiévale. Seulement, je ne peux pas vous raconter parce que ça dure longtemps. Donc on ne va pas vous raconter toute l'aventure. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée à imaginer que plusieurs femmes parleraient, des fantômes parleraient à une contemporaine, et dans une pièce noire comme ça. Et j'ai imaginé que ce serait intéressant que les femmes qui parlent à la contemporaine soient des fantômes de femmes qui ont vécu à des siècles et qu'elles racontent leur vie de femme à des siècles différents et essayer de construire une sorte d'histoire romancée des femmes à travers ces fantômes qui parlent à la contemporaine. Et alors j'ai cherché dans l'histoire des femmes les tomes d'histoire des femmes qui sont présentés par Perrault et Duby, et j'ai commencé par l'époque médiévale. J'ai regardé, je me suis dit ça va commencer à l'époque médiévale, et j'ai cherché des femmes, des figures en fait féminines que je pourrais faire parler. Et dans les femmes à l'époque médiévale, en fait, il y a juste un petit paragraphe qui parle des recluses. Et moi, je suis claustrophobe, pas croyante. Je déteste l'époque médiévale. Et je tombe sur ce paragraphe qui parle des recluses, des femmes qui se faisaient emmurer vivantes pour prier Dieu, beaucoup dans 1 mètre carré, et normalement, à peu près toutes volontairement, dans des cimetières, sous des ponts. Mais pour moi, c'est juste pas possible, quoi. Je me dis, mais comment on peut se faire emmurer là-dedans pour prier Dieu? Puis j'imaginais le sorte d'ascenseur comme ça,
puisque 1 m², on ne peut pas se tenir. Enfin, on est soit debout, soit à genoux, soit recroquevillé. On n'est pas. Enfin, on ne peut pas s'allonger. Et une fenestrelle très très en hauteur par laquelle les gens du bourg, en fait, les bourgeois donnaient de quoi manger, un crouton de pain, j'imagine une outre d'eau, je sais pas quoi. Enfin, et les femmes, elles priaient les pieds dans la merde. Donc je me disais, mais c'est fou ça. Oh, mais c'est fou. Même, je me suis dit, allez, la première des femmes qui va causer, ça sera une recluse. Mais comme je suis vraiment trop claustrophobe, je vais pas en prendre une qui vit dans 1 m². Je vais prendre parce que ça traversait toutes les catégories sociales, sachant qu'il faut quand même imaginer que à cette époque-là, c'était une énergie. C'était une véritable énergie, la prière. C'était un truc qui faisait... si on avait une recluse dans la ville, si on avait... Eh ben, c'était une force. C'était un truc colossal. Tout se faisait autour des reliques, des prières, des saints. Les saints, c'était Michael Jackson. C'était fou, quoi. C'était une force il faut arriver à se remettre en fait dans ce contexte-là. C'était les saints, à partir du moment où ils mouraient, c'était pas grave, du moment qu'il restait des petits bouts. Et c'est les petits bouts, après, on se les dispersait partout. Et il fallait avoir sa relique pour faire venir du monde pour la foire, pour que la cathédrale existe, que les gens se déplacent, parce que ça bougeait. L'époque médiévale, c'était une époque où les gens étaient à la fois complètement fixes et puis où il y avait des flux comme ça. Donc c'est ça qui est hallucinant. Et là, je me dis, bon, allez, ok, une recluse, une femme qui est dans un milieu social à peu près bien pour pas être dans un 1 m². Donc comme ça, traverser toutes les classes sociales, je me dis, allez, une femme de noble, quoi, et une fille de noble, et elle avait 4 m², donc ça allait. Et dans ce cas-là, en fait, on leur creusait leur tombe, et elles dormaient dans leur tombe, et elles n'avaient pas une fenestrelle très en hauteur, elles avaient une fenestrelle à hauteur de visage, et elles pouvaient communiquer avec l'extérieur. Et là, on venait les voir. Donc ces masses de gens qui se déplaçaient, là, c'était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, en fait, on pouvait faire un détour. Enfin, je l'ai mise là. Hein, elle n'existait pas, mais je l'ai mise là. Et ben, du coup, on allait voir cette femme. Et il y a des femmes comme ça, des immobiles, qui ont eu du pouvoir. Et je me suis dit, waouh, c'est trop génial. Allez, je pars au XIIe siècle. Parce que c'est un siècle de recluses. Donc, je pars au XIIe siècle. Et là, j'ai commencé à lire, à reculons, en me disant Puis j'ai lu du Duby, j'ai lu du Pastoureau, j'ai lu Le Goff, j'ai lu du Zinc, j'ai lu et j'ai la médiathèque idéale de tout à l'heure. Non, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça incroyable. Le problème, c'est qu'en fait, il y avait tellement de choses à lire. Il y avait tellement pour essayer d'habiter cet espace. Parce qu'en fait, c'est pas juste un exposé, c'est essayer de vivre à cette époque-là. C'est un voyage. Alors, pour vivre à cette époque-là, pour déployer un personnage à cette époque-là, pour essayer de... mais je suis restée super longtemps, je suis restée coincée 9 ans. Moi qui voulais pas. Je suis restée coincée 9 ans, absolument fascinée. Mais fascinée complètement, parce qu'après, la recluse, elle a pris beaucoup de place. Hein. Elle n'est pas restée dans ses 30 pages. Elle est restée dans son reclusoire, mais malheureusement, elle m'a débordée et elle est devenue l'héroïne d'un roman. Donc, elle a complètement mis de côté ma contemporaine, alors qu'en vérité, j'avais déjà écrit 250 pages de romans contemporains. Sur le côté. Puis après, la deuxième à parler, ça a été une petite fille au XIVe siècle. Mais là, ça veut dire se redocumenter. Parce qu'on parle d'époque médiévale, mais entre le XIIe et le XIVe, c'est un énorme saut, quoi. Là, c'était terrible. C'est pour ça que le titre du roman, c'est La Terre qui penche, parce que là, la Terre a penché. Mais vraiment, au XIVe, l'enfer, des conditions climatiques absolument abominables, alors qu'on avait eu une sorte d'optimum climatique, en fait, pendant un certain nombre pendant un temps. Et là, brutalement, tout s'écroule. L'horreur des disettes, l'horreur, la guerre de 100 ans, l'horreur, les problèmes, les pestes,
la grande peste 2 tiers et ses répliques. 2 tiers du cheptel humain en 2 ans, c'est ce que vous dites. Et ses phénoménal. répliques, parce qu'en fait, il y a eu des répliques derrière, il y a eu plusieurs formes de peste. Donc c'était hallucinant. Et tout d'un coup, tout le monde a perdu quelqu'un. On perd, hein, mais on perd tous. Hein. On perd tous quelqu'un. Mais bon, là, c'était d'un coup, quoi. Tous les gens avec cette peste qui a avancé à la vitesse d'un homme qui marche. C'est quand même fou, quoi. Ce truc qui avance à la vitesse d'un homme qui marche. Je trouve ça magnifique. Donc, en fait, après, j'ai mis aussi une petite fille, parce que je suis très méchante. Donc, mon héroïne dans La Terre qui penche, c'est une petite fille. 12 ans. Hein, et donc, 12 ans. Vos 2 héroïnes des 2 livres s'expriment à travers la mort, en fait, hein, de l'autre côté, dans l'autre monde, comme on dit chez les Arthuriens. Elles étaient censées parler, en fait, être des fantômes qui parlent dans un château, en fait, qui parlent à la contemporaine. Et normalement, je vous dis, sur 30 pages. Et il y en a une, elle a fait 200 et quelques, et l'autre 350 pages. Et puis j'aimerais poursuivre, mais c'est vrai qu'après, j'aimerais passer à celle du 16e. Et c'était compliqué de quitter le Moyen-Âge, hein, je dois vous avouer, alors que je ne voulais pas y entrer. Mais et là, j'y suis plus. Là, le dernier, c'était dans le futur. Alors... Dans un futur peut-être proche, peut-être assez proche. Dans Du domaine des murmures, votre héroïne recluse Esclarmonde nous dit « Je suis la vierge des murmures, à toi qui peux entendre, je veux parler la première, dire mon siècle, dire mes rêves, dire l'espoir des emmurés. » Et dans La Terre qui penche, c'est donc la petite Blanche, 12 ans, à qui vous donnez la parole, mais qui est dédoublée. Hein. À la fois, on a la voix de la petite fille qui est restée figée dans ses souvenirs d'enfance, et on a la voix d'une vieille âme qu'elle est devenue à travers les siècles. Dans ce roman-là, on entend aussi des chants populaires que vous citez. Ce besoin d'oralité, Carole Martinez, qui appartient aussi à la tradition médiévale, ça fait partie de peut-être une marque de fabrique par rapport à votre travail? Oui, j'aime beaucoup raconter avant d'écrire. J'adore ça. Je raconte, et puis j'écris à voix haute, mais je raconte, et c'est quand je raconte, là par exemple, j'ai pas écrit une ligne du prochain, hein. J'attends. Mais je suis à la période où je raconte. Et qu'il y a des gens qui écoutent super bien. Il y a des gens, ça se voit dans leur regard, qu'ils écoutent bien. Et on a envie de continuer à leur raconter. Donc on invente pour leur raconter. Et il y a un truc comme ça dans l'oralité et dans du coup, j'aime les contes, j'aime les chansons populaires, et on parlait de la façon dont les choses étaient passées comme ça à travers l'Europe, avec toutes les différences linguistiques dont vous parliez. Et ça, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou, parce que j'imagine qu'à chaque fois, il y avait transformation à travers l'oralité. Et il y a des choses sublimes qui ont été comme ça baladées à travers l'espace, le temps, et qui nous touchent encore aujourd'hui. Et quand on parlait de l'époque médiévale tout à l'heure, moi je suis pas du tout prof de fac, voilà, je suis très radé pâquerette, hein, mais je me dis que c'est quand même complètement fou que quand on est, moi, petite fille, et je pense que c'est encore le cas, j'ai vu ma fille, qu'est-ce qu'on dessine quand on est enfant, quoi. Mais qu'est-ce qu'on dessine? Mais on dessine des châteaux, on dessine des princesses quand on est des filles, on dessine des dragons, on dessine des chevaliers avec l'épée et tout. Mais c'est incroyable. Et tous ces contes qu'on nous raconte quand on est enfant, c'est tellement beau, parce qu'en fait, ils nous accompagnent toute notre vie. Ils sont là parce qu'on nous les raconte enfants. Et puis après, quand on est parents, on les raconte à notre tour. Puis quand on est grands-parents, on continue. Et c'est très... En fait, il y a ce lien entre la tradition orale, ces contes, ces chansons, et ce qu'on est, en fait, et notre enfance. Enfin, vous voyez, l'époque médiévale, c'est un peu notre enfance, il me semble. Donc on a un lien qui est très, très fort, parce que notre enfance, c'est viscéral, c'est en nous, c'est là pour toujours. Donc, il y a cette proximité à l'époque médiévale, elle est là aussi. C'est un truc... Et puis alors, il y a quelqu'un qui m'a interviewé dimanche, qui m'a dit un truc, parce que moi, les contes, ça me fascine depuis toujours, mais qui m'a dit, mais en fait, dans les contes,
les parents ou la belle-mère, la marâtre et tout, mais ils tuent toujours leurs enfants presque. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué. Mais il y a un truc assez fou, quoi. Puis alors le pire, c'est le petit poucet quand même. Parce qu'il y a double meurtre. Non, mais le petit poucet, c'est à la fois les enfants qu'on abandonne dans la forêt parce que, soi-disant, on peut plus les nourrir. Enfin, on peut plus les nourrir, mais on les abandonne pour qu'ils meurent loin de nous, dans la forêt et tout. Et puis, c'est l'ogre lui-même qui va tuer ses filles en pensant qu'il tue les petits poucets, quoi. Mais c'est très étonnant, cette histoire. Il y a quelque chose comme ça qui se remue au plus profond de nous, en fait, entre les contes, l'époque médiévale, le truc, il y a quelque chose. Alors, c'est viscéral. Et il y a quelque chose, vous parlez de transmission, hein, en ce qui concerne les chercheurs que vous êtes aussi, c'est un vrai souci, Emmanuelle, en ce qui concerne l'histoire de Ségurant que vous avez découverte. Il y a eu l'aspect recherche, effectivement, mais il y a un aspect qui vous a tenu beaucoup à cœur, c'est la transmission et la diffusion de son histoire à travers des déclinaisons différentes que vous voyez aussi défiler derrière nous. Donc il y a eu le documentaire sur Arte que peut-être vous avez vu hier soir dans le cadre du festival, sinon qu'il faut absolument aller voir, il est passionnant et il est encore disponible sur la boutique Arte. Il y a eu la bande dessinée avec Emiliano Tanzilo au dessin. Il y a eu un album jeunesse avec Emiliano Tanzilo et Alekos Diakodimitri. C'était une façon sans doute de rattraper un peu le déficit de notoriété de Ségurant par rapport à d'autres chevaliers de la table ronde, mais c'était aussi une façon pour vous peut-être de laisser libre cours à votre imagination et de donner un prolongement en ce qui concerne la BD par exemple à cette légende. Oui, il y avait d'abord une volonté de rendre cette recherche accessible. Au début, j'ai fait une version avec ma recherche universitaire en 3 volumes. Chez Honoré Champion. Chez Honoré Champion en 2019. Mais voilà, c'était accessible seulement à celles et ceux qui lisent couramment l'ancien français. Donc, nous ne sommes pas beaucoup. Et donc, il fallait en quelque sorte rendre accessible cette découverte au plus grand nombre. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai commencé à traduire en français moderne. Et là, je n'arrivais pas à trouver un éditeur parce qu'on me disait, mais le texte est inconnu, qui va lire un roman inconnu? Donc après, c'était voilà. Et après, j'ai eu la chance que Arte m'a approché pour un autre documentaire, pour que je parle de manuscrits du Moyen-Âge. Alors là, j'aurais raconté ma quête. Ils m'ont dit, mais ça, c'est un film. Donc voilà comment j'ai fait le documentaire Arte. Et puis, j'avais envie de le présenter aussi à un public plus jeune, aussi parce que voilà, je suis prof à la fac et voilà, j'aime bien transmettre aussi aux plus jeunes. Et je me suis dit, mais ce serait formidable de faire quelque chose pour les plus jeunes. Donc, j'ai commencé à faire cet album jeunesse avec l'idée de raconter à la fois ma recherche pour montrer à des enfants ce que signifie être chercheur du Moyen-Âge, ce que signifie être historien, ce qu'est un manuscrit, tout simplement. Rappeler aux enfants aussi, leur enseigner que si on conserve ces histoires, c'est grâce aux copistes qui les ont copiées, grâce aux chercheurs qui les interprètent. Donc, aussi cette chaîne qui arrive jusqu'à nous. Et ça, c'était important de le transmettre. Et puis, voilà, l'histoire de Ségurant racontée de manière plus simple. Et puis voilà, je me suis amusé aussi à faire une version plus inventive parce qu'en 10 ans de recherche, évidemment, j'ai fait beaucoup de rêves et j'ai eu vraiment le temps d'imaginer, surtout que dans cette recherche, il me manque une pièce fondamentale. Je n'ai pas trouvé le Graal. Ségurant cherche le Graal pour être désensorcelé de cette magie qui l'oblige à poursuivre un dragon, mais je n'ai jamais pu trouver le Graal, et donc c'était en quelque sorte mon Graal à moi de raconter. C'est extraordinaire qu'en fait ça soit la pièce manquante. Oui, c'est extraordinaire. Je trouve ça génial. C'est génial, et je me demande en fait si c'est perdu, ou alors si peut-être n'a jamais été écrit, parce qu'on ne peut pas écrire le Graal. On n'ose pas écrire le Graal. Ça reste une quête, ça doit rester une quête sans doute. Ça doit rester, et c'est grâce à ça que c'est. Où ça a été détruit. Où ça a été détruit. Qui sait, volontairement ou pas, parce qu'après, il y a tous les incendies de bibliothèques, etc. Mais qui sait on peut toujours imaginer un autre roman sur ça, sur la disparition du Graal. Je m'appelle Manu, c'est moi le chasseur de légendes. C'est ainsi que s'exprime votre double fictif dans l'album paru au Seuil Jeunesse. Lors de votre chasse, vous avez découvert un autre chevalier qui était tombé dans l'oubli. C'est Alexandre l'Orphelin, le plus beau de la légende arthurienne, dont vous avez aussi traduit et publié l'histoire aux belles lettres. Alors, il n'est pas sans rappeler Hamlet, le héros shakespearien. Et alors lui, contrairement à Ségurant, il est animé par l'amour et même entravé dans ses projets par l'amour.
Entièrement. C'est une histoire qui a été écrite au XIIIe siècle en Italie en français, donc comme Ségurant. Sans doute tout de suite après Ségurant, parce qu'on voit qu'elles sont associées dans plusieurs manuscrits. Et en fait, ça a été inventé un peu comme une contre-histoire de Ségurant. Ségurant est le chevalier qui n'est pas amoureux, qui poursuit un dragon qui est illusoire. Et l'histoire d'Alexandre, c'est la lui d'un orphelin qui veut venger la mort de son père. Mais il a un problème, il est trop beau. Donc toutes les dames et les magiciennes tombent amoureuses de lui. Donc il est poursuivi par les dames et les magiciennes. Et donc c'est une histoire qui est très improbable. Et donc qui peut rappeler aussi Hamlet parce qu'il a ce rêve du père qui lui apparaît un rêve et il lui dit qu'il a été tué par son frère, donc par l'oncle. Donc c'est vraiment le même schéma que Hamlet, à tel point que si on se demande s'il n'y a pas un lien, et ce n'est pas impossible puisque c'est une histoire Shakespeare qui a aurait été pu être ensuite inspiré. connue en Grande-Bretagne, donc il se peut qu'il y ait aussi, même si Hamlet a une autre source médiévale importante, mais qui sait si... En tout cas, c'est incroyable de trouver le même schéma. Donc c'est le père qui apparaît un rêve au fils en demandant la vengeance contre son oncle. Et Alexandre, comme Hamlet, n'arrivera jamais à venger la mort du père. Donc c'est une autre quête du Graal impossible. Impossible. Page 11 d'Alexandre l'Orphelin, vous écrivez: avec sa beauté troublante, Alexandre devient alors le catalyseur d'aventures qui bouscule les codes et dépeigne un univers où la ruse et la magie confèrent aux femmes le pouvoir sur les hommes. Alors on peut penser au personnage de la déloyale Morgane, hein, comme elle est appelée, qui s'en prend à la fois à Ségurant et à la fois à Alexandre. Chez Alexandre, les rôles traditionnels entre hommes et femmes sont inversés. En quelque sorte, dans tous ces romans du Moyen-Âge, on a l'homme qui est un sujet de désir, donc la femme est plutôt objet de désir. Et ici, on a un peu un renversement. L'objet de désir, c'est ce jeune homme un peu naïf, et toutes les dames l'emprisonnent à tel point qu'il doit trouver des stratégies pour fuir. Il n'en peut plus d'être poursuivi par toutes ces femmes. Et donc il y a en quelque sorte un renversement de l'amour courtois traditionnel. Et ce jeune homme qui n'en peut plus, qui doit fuir, il est poursuivi par des hordes de femmes. Et donc, il y a vraiment un renversement. Et puis, un univers qui est dominé par les femmes parce qu'il y a aussi 4 magiciennes, dont la fée Morgane et 3 autres qui s'associent à elle, et que l'on voit se défier dans un tournoi de magie. Et donc, et on voit qu'elles ont un tel pouvoir qu'elles sont prêtes à faire trembler le monde masculin de l'époque. Donc c'est vraiment un texte qui bouscule les codes et qui étonne beaucoup. Absolument. Véronique Dominguez-Guillaume, vous êtes secrétaire de la Société des langues et de littérature, de langue, et de littérature médiévale Doc et Doyle, alors dont l'acronyme se dit... on dit la smoule entre nous. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça je ne l'avais pas trouvé. Je ne l'avais pas. Et vous êtes aussi co-rédactrice en chef de la revue d'épistémologie Perspective médiévale, dont le dernier numéro paru était consacré à Dante, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, et l'auteur de la Divine Comédie. Le prochain numéro sera sur le thème Moyen-Âge et féminisme. Est-ce que les femmes ou la société du Moyen-Âge peuvent être inspirantes pour les féminismes d'aujourd'hui ? Alors, non seulement elles sont inspirantes, en effet, ces femmes, mais je dirais qu'en fait, les féminismes ont probablement aussi à gagner d'une lecture ou d'une meilleure connaissance en fait, de l'époque médiévale et de la façon dont les femmes pouvaient s'y comporter, qu'elles soient à l'œuvre en fait en tant que créatrices ou qu'elles vivent tout simplement et qu'elles pratiquent un certain nombre de choses. Un exemple en fait qui rassemble, je dirais, tout ce prisme en fait et cette force, je dirais, du féminin. C'est à nouveau un exemple que probablement beaucoup de gens ici connaissent. Hein. Il s'agit de Christine de Pisan. Elle est à la fois autrice, elle a tout un patrimoine à gérer, c'est une femme politique aussi, enfin elle occupe une certaine place en fait dans la société de son époque. Et voilà, donc elle mène en fait sa barque et nous, en tant que littéraires ou gens qui travaillons sur ces manuscrits, on se rend compte en fait que c'est par exemple quelqu'un qui organise très bien son œuvre, hein, qui se met, en fait elle se met en scène, d'accord, elle met en scène son écriture. Voilà, donc en fait il y a une maîtrise possible, bien évidemment, de son destin quand on est une femme à l'époque médiévale. On n'est pas toujours en fait une victime et donc parfois effectivement, comme on le voit, d'après ce que tu as trouvé, les hommes peuvent se trouver en posture un peu délicate, plus que les femmes, finalement. Mais en tout cas, en ce qui concerne le ou les féminismes, il est tout à fait intéressant, en effet, de voir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, a priori, il y a effectivement un vrai sujet, en fait, dans le fait de traiter, j'allais dire, de la relation entre les féminismes aujourd'hui et les différentes épistémologies aussi des féminismes. Il n'y a pas de simplification, en fait, à faire, et puis ce qui peut se passer donc, à l'époque médiévale. Alors, le travail en fait qu'on est en train de mettre en place, ça c'était un gros numéro de perspective médiévale, puisqu'en fait on s'est rendu compte que c'était un sujet qui fédérait beaucoup. Donc en fait on accueille en fait 3 types de textes.
des textes de très jeunes chercheurs, en fait, qui sont assez militants, mais qui parfois en fait manquent un peu d'outillage. C'est-à-dire que justement, l'idée en fait, un numéro, c'est de faire en sorte que les théories féministes en fait soient davantage saisies et que donc toute cette diversité en fait de ces théories, toute cette intersectionnalité, pour parler en fait de ce que bien évidemment on peut attendre. Elles permettent véritablement de mieux comprendre en fait ces textes médiévaux. Donc on a des jeunes chercheurs, on a des chercheurs expérimentés. Il y a eu un colloque, il y a eu une journée d'études. On accueille en fait ces actes. Et puis nous, on avait lancé en fait un appel à contribution, en fait. Contribution. Et on se retrouve en fait avec un numéro absolument tentaculaire. Donc là, c'est très intéressant. Et en même temps, c'est un numéro sur lequel on s'est battu, nous, entre nous, en disant non, ça, on va pas le prendre, ça, on le prend, non, ça, c'est pas suffisamment bien, etc. Bon. Et donc, en fait, c'est quelque chose de passionnel. Et je pense qu'en fait, il y a là quelque chose j'espère, en fait, de structurant dans le fait de passer par toutes ces théories, pour le coup, de l'époque médiévale, pour essayer de mieux, ou ce fonctionnement, simplement, de cette société médiévale, pour mieux comprendre comment tout ça se passe. Je pourrais nous donner des tas d'exemples. On a par exemple un article absolument à charge sur Jean Telet et François Villon. Je suis sûre que vous connaissez en fait le travail de Jean Telet, qui est un beau travail en l'occurrence, pour le coup, je dirais de diffusion, de transmission. Je n'aime pas le terme de vulgarisation. Je pense en fait que c'est un terme qui ne rend pas hommage aux gestes que nous faisons lorsque nous transmettons précisément les choses sur lesquelles nous avons pu travailler ou réfléchir. Et donc là, en fait, c'est une jeune femme qui écrit l'article. Et donc, c'est pas bien du tout parce qu'en fait, Jean Telet a ajouté à la légende de François Villon des choses en fait qui sont négatives à l'égard des femmes, et notamment il ajoute des viols dans donc la BD en question. On découvre en fait par rapport à ce qu'on peut imaginer ou à ce qu'on peut reconstituer en fait de la relation entre François Villon et les femmes, qu'il ajoute en fait, il en ajoute une louche, si je puis dire. Et ça, en fait, elle l'a pas supporté. Et d'une certaine, c'était pas possible. Et donc en fait, être plus, j'allais dire, plus machiste que Villon ne pouvait en fait l'être, ça lui semblait en fait improbable. Et donc, à mon sens, l'intérêt de l'article au bout du compte, c'est de nous conduire à nous interroger pour savoir pourquoi est-ce qu'on assimile précisément à cette époque médiévale toute cette violence, toute cette opposition en fait entre les sexes. Et c'est nous en fait qui sommes concernés. C'est en quelque sorte, il n'y a pas de Moyen-Âge, il n'y a que des médiévistes. Je paraphrase en fait Marc Bloch. Voilà, c'est tout en fait. C'est d'une certaine façon, tant qu'on n'a pas en fait à l'esprit que c'est nous qui apportons un regard sur cette époque et c'est cette époque que nous reconstruisons en la regardant, eh bien, je pense en fait qu'on est loin du compte. Et donc sur des sujets en fait comme les féminismes, c'est juste passionnant et c'est juste amusant. Et encore une fois, nous-mêmes, au bout d'un moment, on s'est arrêté sur image. Je dis mais on va arrêter de s'engueuler là parce que ça va pas du tout. En fait, on fait n'importe quoi et donc on a mis à distance, on a reconstruit, on a reconsidéré. Voilà, donc actualité du Moyen-Âge, oh que oui. Alors, dans le théâtre médiéval, il y a une figure féminine qui est largement représentée, c'est celle de la martyre de la foi, qu'on pourrait imaginer affaiblie parce qu'elle subit, par les persécutions qu'elle subit. Or, à travers elle, est-ce que ce n'est pas un portrait de femme puissante qui se dessine ? Ça, c'est sûr. Alors, pour le coup, je vais me faire ventriloque, puisque la personne en fait, qui a travaillé le plus récemment sur ce type de sujet, ce n'est pas moi. C'est l'une de mes étudiantes. Exactement. Et donc, en fait, il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, ici, en fait, c'est mon étudiante Susanna Scavello qui a fait une thèse, en fait, sur toutes ces femmes puissantes du théâtre du Moyen-Âge, en montrant très bien ce qu'on peut, en effet, trouver dans ce qu'on appelle le théâtre hagiographique, c'est-à-dire le théâtre qui met en scène des saintes, donc des saintes en fait, qui se font couper la langue, qui se font écarteler, qui se font couper les seins, etc. C'est inconfortable, ça va pas bien en fait. C'est dur à supporter. Et donc en fait, ce qu'elle montre effectivement, c'est l'espèce de puissance qui est à la fois une puissance, un positionnement, c'est du théâtre. Donc en fait, c'est les femmes qui vont exister en fait sur cette scène, et c'est à la fois un positionnement corporel et un positionnement de la langue, de la rhétorique, une espèce de force comme ça qui se dégage de ces personnages et qui fait qu'on ne peut pas les considérer uniquement à travers ce fameux male gaze. Non, elles ne sont pas uniquement là, en fait, effectivement, pour être jugées comme des victimes. Elles sont aussi là pour exister. Et ce qu'a montré Susanna, de manière assez brillante, c'est à quel point, précisément, ça donne une identité, en fait, extrêmement forte. Et que cette identité, elle vient, en fait, de leur sainteté et en même temps aussi de leur position féminine. C'est comme ça, en fait. Elles vont exister avec leurs paroles à elles, avec des particularités, en fait, qui sont celles de leur positionnement aussi
genré, si je puis dire. Voilà, donc voilà. Carole Martinez, dans Du domaine des murmures, Esclarmonde de la Recluse nous questionne, page 40. La seule route que ce temps m'ait laissée est un chemin intérieur. J'ai creusé ma foi pour m'évader et cette évasion passe par le reclusoire. N'est-ce pas étonnant, nous dit-elle. Alors à 15 ans, elle a choisi de ne pas se marier. On lui a imposé un mariage avec l'auteur. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Expliquez-nous un petit peu. Elle reste cependant maîtresse de son destin, un petit peu comme les vierges martyrs qu'on vient d'évoquer. Oh, elle reste... seule possibilité qu'elle a, justement, au moment du mariage, parce que moi, je pense que c'était pas si simple que ça pour les femmes à l'époque médiévale. Je suis pas sûre que ce soit simple aujourd'hui non plus, donc finalement. Non, mais ça dépend où. Ça dépend où, mais je pense que c'était pas si facile, et je pense que c'était pas facile pour les fils non plus, mais je pense que pour les filles c'était pas facile, et puis que de toute façon, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est Duby dit qu'en fait, il a fait qu'entreapercevoir des fantômes dans les failles de l'histoire, et qu'il reste très peu de choses de femmes écrites par les femmes, et que la plupart des femmes ont été écrites par des hommes. Et donc, c'est justement, moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressée au plus haut point. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne reste plus qu'à imaginer. Donc, je me suis dit, génial, j'y vais. Puisqu'il ne reste plus qu'à imaginer, ça veut dire qu'il ouvre la porte justement aux romanciers, quoi. Enfin, en tout cas, à ceux qui imaginent. Et je me suis permise d'imaginer. C'était pas très confortable dans mon imagination, mais sans doute parce que moi aussi je traîne mes trucs, mais j'ai pas trouvé ça très très confortable. Je pense que c'est pas simple. Et alors, par rapport aux corporations, au fait que justement, je trouve ça très intéressant de voir que, bien sûr, que les femmes, elles ont cherché tout le temps des possibilités d'exister. Elles sont intelligentes, elles ont cherché, quoi. On voit bien qu'elles ont cherché, que même à travers les corporations, les artisanats, elles ont pu, dans certaines corporations, elles pouvaient récupérer en fait les compagnons de leur mari quand ils mouraient. Elles pouvaient à ce moment-là diriger des ateliers quand c'était leur mari ou leur père. Mais que finalement les corporations se sont débrouillées pour interdire aux femmes de tenir des ateliers avec des compagnons, et donc c'était pas grave, elles continuaient avec des servantes, et elles continuaient à faire, et puis ça a été totalement interdit. Enfin, on a tout le temps l'impression que c'est une sorte de bataille, oui, qu'il y a une sorte de bataille des sexes parfois, quoi. C'est un truc fou, quoi. Donc je pense que ça devait être compliqué, et dans la corporation des forgerons, je trouvais ça super intéressant, parce qu'en fait sur la croix du Christ, sur cette souffrance, parce que c'est ça, la souffrance, on parlait des saintes, mais bon, les saints, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est le corps, et le Christ, c'est l'exemple qui a donné l'exemple à tous les saints derrière, quoi. Donc, et la corporation des forgerons, l'idée, c'est que c'est pas parce qu'ils se battent, le bois de la croix, le fer, des clous. Important, ça. C'est les forgerons qui sont responsables. Eh bien, pour les forgerons, non. Ils ne sont pas responsables. Parce que ce n'est pas un homme qui a forgé les clous. C'est une femme qui a forgé les clous avec lesquels le Christ a été cloué, quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on est encore dans Ève. Bon, ben voilà. Je crois que ça n'a pas été si facile. Alors, je pense que oui, les femmes, il y a eu des femmes extraordinaire, mais extraordinaire, fantastique. J'adore que vous connaissiez l'histoire de Hédroit. L'histoire de quoi? La femme du forgeron qui a forgé les clous de la croix. Mais j'adore, je trouve ça magnifique. C'est génial. Magnifique. Mais on trouve des tas de choses comme ça. Et moi, ça me fascine. Et alors, moi, j'ai une historienne là à côté de moi parce que j'ai cherché. Non, mais attends, j'avais peur des historiens. J'aime autant vous le dire. Ici, personne n'est historien. Attention, le le voit mal entendu rapidement. Là, c'est pas. Vous n'êtes pas historien? Ah non, je ne suis pas historienne. Moi, je suis littéraire. Je suis spécialiste de théâtre. La littérature du Moyen-Âge. Ah bon, ça va alors, je suis tranquille. Détendez-vous. En fait, j'avais peur de faire des erreurs.
Et j'ai des copains qui sont profs d'histoire qui me disent mais on s'en fout, t'es romancière. Donc c'est pour ça que ça me fait rire, quoi, cette histoire de Jean Telet, pauvre Jean qui a le pauvre Jean, attends, il écrit c'est un roman qu'il écrit. Mais oui, non mais on est d'accord. Non, c'est même pas une BD, c'est un roman. Consternée par cette affaire et je me dis oh là là, alors ceci dit, cet imbécile, il a pris un homme qui a vraiment existé. Il vaut mieux en inventer un, c'est beaucoup mieux, quoi. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un monde n'a jamais existé? Si Villon a vraiment existé. Enfin, et Marie de France, c'est une femme ou pas alors? Non, mais parce que pour ne pas troubler les esprits, disons que oui. Ça fait débat quand même. La ça fait question débat. Se pose sur après plus tard Louise Labbé. Mais c'est vrai que c'est. Mais est-ce que c'est une connerie? C'est une femme, on est d'accord. Oui, bah là, il y a eu plein de choses, la belle cordelière et tout. Mais c'était incroyable. J'ai lu ça dernièrement, je n'étais même pas au courant, moi. Mais voilà, est-ce que c'est... Mais Marie de France, je crois qu'il y a eu des doutes. Après, on ne va pas nous enlever le peu qui sont passés à la postérité, quand même. Bon. Qui ont réussi à passer à la postérité. Je ne sais pas. Sur Marie de France, moi, j'en sais rien. D'abord, je ne suis pas spécialiste de Marie de France. Parce qu'on m'a dit aussi, et ça, j'ai trouvé ça fou, on m'a dit qu'en fait, Aliénor d'Aquitaine, qui quand même, reine de France, reine d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine, il n'y a aucun texte de la main d'Aliénor d'Aquitaine, alors que vu son père et tout, bien sûr qu'elle écrivait, c'est sûr, quoi. Il n'y a pas de texte de sa main, et que la première biographie d'Aliénor d'Aquitaine a été écrite par un homme 50 ans après sa mort. Donc c'est quand même fou. C'est quand même fou, en fait, cette disparition. Enfin, vous voyez, qui est pas... Cet effacement. Ouais. Cet effacement qui, moi, m'a donné une super place. J'étais très contente. Hein. Mais de pouvoir les écrire, ces espaces vides, lacunaires, ces espaces. Mais oui, il y a tellement... Alors, cette recherche sur le féminisme médiéval, moi, ça m'intéresse vraiment, quoi, parce que il y a des choses... On termine bientôt. Prochain, hein, attends, mais moi, je trouve ça passionnant. Et j'ai apaisé et relu. Et il y a une question aussi que je me suis beaucoup posée, parce que j'ai essayé de travailler dessus dans La Terre qui penche. C'était parce que je suis tombée sur des historiennes du féminin à qui j'ai demandé et tout. C'était qu'est-ce que mettaient les femmes pour empêcher le sang de couler pendant leurs règles. Et en fait, en fait, moi, je suis arrivée à la conclusion que d'après, comme jusqu'au 19e, en fait, donc c'est pas à l'époque médiévale, hein, c'est que depuis, en fait, dans l'Antiquité, on mettait quelque chose parce qu'il y avait pas, il y avait des sortes de tampons à base de végétal, mais après, la religion a interdit de mettre quoi que ce soit dans le vagin, donc ça c'est après le vêtement féminin étant ouvert. Il n'y avait pas de culotte fermée jusqu'en 14-18, donc en fait, elle laissait couler. Et oui, mais c'est marrant parce que c'est un truc, moi, qui me semble hyper important sur l'histoire des femmes, qui me semble... parce que l'impureté féminine, dans les textes saints, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, si tu laisses couler, si tu... Ça me paraît plus entendable, en fait, cette histoire d'impureté, là. C'est trivial, en fait, comme sujet, hein, mais ça remue plein de choses. Et nous, on n'a rien. On n'a rien. Et c'est la moitié de l'humanité, quand même. On n'a rien. On n'a aucun texte littéraire. J'ai cherché. Les historiennes du féminin m'ont dit, mais si, il devait y avoir des linges spécifiques. Mais au 19e, moi, j'étais au 19e à ce moment-là. Après, je suis passée beaucoup plus... Et non, il n'y avait pas. Les hygiénistes allemands disent seulement qu'il y avait fin du 19e, il y avait de la sueur au sol dans les ateliers pour empêcher de glisser. Non, mais c'est extraordinaire, ce silence. Mais ce silence qui fait que, quand ma fille, je parlais des règles et tout, ça m'a passionnée. Moi, pendant un moment, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu les règles. Et que je parlais des règles et que ma fille de 12 ans, que je n'ai pas élevée comme ça, hein, je veux dire, on s'en fout, c'est pas grave. Arrête, maman, c'est dégoûtant. Arrête de parler de ça. Mais ça vient d'où? Mais ça vient de loin. Il faudrait quoi, aller voir justement à l'époque médiévale. Quoi. C'est très vieux. C'est très, très vieux, cette honte-là qu'on se trimballe. Enfin bon, pardon.
Vous aurez la possibilité, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette heure, de poser des questions. Donc pensez-y déjà un petit peu. On va faire un petit écart, là, un grand écart même, puisqu'on est réunis sur le thème du Moyen-Âge, notamment grâce aux 800 ans de la cathédrale de Beauvais. Je voulais qu'on puisse parler avec vous, Véronique, puisqu'on l'a évoqué toutes les deux, d'une grande découverte qui a eu lieu sur le chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris. Alors c'est vrai que l'incendie de Notre-Dame de Paris, puis sa réouverture, ont témoigné de l'attachement que l'humanité porte encore à ces cathédrales et à ce patrimoine. Et donc on verra peut-être, il y avait les deux diapos à montrer sur cette découverte que vous vouliez absolument évoquer, qui est importante pour les médiévistes. Oui, elle est très importante pour les médiévistes et je pense qu'elle montre aussi à quel point précisément, donc j'évoquais pour commencer donc l'échange avec vous, l'importance d'une cathédrale à l'intérieur d'une ville et pour une communauté. Et c'est vrai que d'une certaine façon, lorsque cet incendie a eu lieu, moi je suis parisienne et j'ai pas bien vécu cet incendie. J'étais absolument bouleversée. Et donc il y avait quelque chose et j'étais très très loin d'être la seule. Et donc le lendemain de l'incendie, en fait, on ne pouvait pas accéder aux alentours de Notre-Dame parce qu'on était tous là et qu'on avait tous besoin de la voir, de la toucher, de comprendre en fait ce qui était en train de se passer. Alors ça, c'est le côté, j'allais dire, sensationnaliste de l'affaire, et c'est pourquoi en fait est-on si attaché encore une fois à cette géographie, parce que je pense que ça fait partie de notre identité tout simplement. Mais là, c'est un sujet anthropologique, c'est celui en fait de l'espace dans lequel on vit et qui bien évidemment en fait est pas seulement habité de gens ou de hyper quotidiens, mais aussi de choses comme ça très symboliques et très très fortes qui sont très structurantes, me semble-t-il. Alors oui, ça a failli disparaître et c'était terrible. Mais grâce à cet incendie, et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en fait, l'histoire des cathédrales, c'est l'histoire de leur destruction et de leur reconstruction permanente. Il s'est passé aussi cette chose extraordinaire, qui est non seulement que, en effet, comme vous le dites, l'humanité s'est mobilisée et a donné en fait un argent tel qu'il n'a pas encore été dépensé. C'est-à-dire qu'en fait, on a engagé les frais qu'on sait pour reconstruire Notre-Dame, mais il en reste encore. Et c'est cet argent, en fait, il a notamment permis de faire donc de poursuivre, en fait, je dirais, le cycle des découvertes qui doit se faire et qui se fait en fait autour de ces monuments qui sont en fait là, effectivement, pour évoluer, pour se métamorphoser et pour continuer à faire partie en fait de notre vie. C'est comme ça en fait qu'ils sont vivants. C'est parce que précisément on avance en fait vers ces découvertes. Alors là, en fait, je voulais vous montrer quelque chose parce que donc la grande découverte qui a été faite, c'est pas celle-là, mais bougez pas. On commence par ça parce qu'en fait, Notre-Dame, pour nous, celle qu'on aime, celle qu'on voit maintenant. J'y suis allée, j'ai enfin réussi à entrer dedans jeudi soir. J'étais contente en fait avant de venir vous voir très tard, hein, sinon c'est pas possible, on peut pas y aller, machin, etc. En fait, c'est la Notre-Dame de Viollet-le-Duc. On est d'accord sur le fait qu'en fait, ça n'a plus ou moins rien à voir avec celle qui a été construite donc par de Sully donc au XIIe et au XIIIe siècle. Ça ressemble quasiment pas en fait celle qu'on a aujourd'hui à celle qui pouvait exister auparavant. Donc aujourd'hui, en fait, si vous allez vous balader, vous allez avoir de très grandes surprises. Hein. C'est ripolliné, c'est fleur-de-lysée, c'est en fait du gothique, du néo-gothique du 19e siècle, en fait, qui a permis donc de reconstituer intégralement toutes les chapelles de Notre-Dame. Personnellement, je trouve que c'est sublime. Mais il y a quelque chose qui fait que, en effet, ce n'est pas du tout. On s'éloigne du médiéval. Voilà, on est complètement loin du médiéval. On est au 19e siècle. C'est comme ça. Et en fait, cette cathédrale est une cathédrale aussi du 19e siècle. Viollet-le-Duc, donc, lorsqu'il a pu faire ses recherches, a découvert donc un certain nombre de fragments qui permettaient de reconstituer donc pour partie ce qu'on appelle donc le jubé. Tout le monde sait ce que c'est qu'un jubé. Enfin, encore une fois, ville avec cathédrale, donc le jubé, c'est ce mur de scène, si je puis dire, qui sépare en fait l'arrière de l'autel du reste du chœur et en fait de l'ensemble en fait que forment les stalles et puis donc le tour du chœur qui va ensuite être isolé dans le chevet. Oui, isolé parce qu'en fait, le jubé avait pour rôle de opérer cette séparation entre les gens qui étaient dans l'église et qui priaient, et puis les gens en fait qui officiaient de l'autre côté du jubé et qui étaient, je dirais, les serviteurs en fait et de cette cathédrale et du divin. Et cette séparation aujourd'hui, on considère bien évidemment qu'elle est peut-être plus souple que ce qu'on avait pu imaginer. Mutatis mutandis, il y avait un mur construit qui en fait était un mur sculpté, qui a complètement disparu aujourd'hui. Il ne vous aura pas échappé en fait qu'il n'y a plus de mur à Notre-Dame et il n'y en a pas non plus en fait à la cathédrale, donc à Saint-Pierre de Beauvais. Il n'en demeure pas moins qu'on peut reconstituer et donc Viollet-le-Duc avait mis au jour donc un certain nombre de ces morceaux qui nous permettent de reconstituer ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on venait en fait au Moyen Âge devant donc quand on allait à la messe en fait, le fidèle avait devant lui en fait ce qu'on appelle une descente aux enfers, parce qu'en fait le mur reconstituait non seulement donc une crucifixion,
Mais ce qui suit immédiatement la crucifixion donc, et la mort du Christ, donc le vendredi saint, le samedi, en fait, avant la résurrection donc, du dimanche, le samedi dans la nuit, en fait, il descend aux enfers. Et il descend aux enfers, en fait, pour sauver les justes. Alors, aux enfers, là, on le voit, il y a des justes, en fait, ce sont des hommes et des femmes. On voit 2 corps, en fait, qui sont comme ça, hommes et femmes. Et puis, donc, ces corps d'hommes et de femmes, en fait, ici, on voit qu'ils sont dans un chaudron. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, à quel point, donc, vous avez ce chaudron, ici. Et ce chaudron, donc, qui déverse des flammes, il est, en fait, environné d'une tête qui, ici, en fait, est probablement une tête soit d'un torturé, soit d'un diable. On est dans une scène, en fait, horrible, en quelque sorte, qui se passait, qui était ce chaudron. Et à côté du chaudron, donc, il y avait ces justes que le Christ, en fait, ressuscité, venait chercher, prendre par la main pour les emmener, en fait, avec lui au paradis. Donc, ça veut dire, en fait, que d'abord, il y avait cette scène. Alors, elle n'est plus du tout là. Donc, une cathédrale, en fait, ça existe dans notre tête. Ça n'existe pas dans la réalité, vous voyez, parce que le fragment qui a été découvert donc, au 19e siècle, il faut que je vous le raconte pour qu'on le remette en fait en scène. Et donc ça, vous voyez, fragment conservé au Louvre, inventaire, machin, etc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que la plupart du temps, il n'est pas montré. Inventaire bidule, ça veut dire en fait que jamais on voit cette chose. Alors moi, j'avais travaillé là-dessus en fait parce que le chœur, la clôture, donc le jubé devant, ça raconte une histoire en fait avec toute la clôture du chœur. Donc à Notre-Dame de Paris, ça commence en fait sur la gauche, on est au XIVe siècle. Annonciation à la Vierge, donc le Christ va naître, il va grandir, il va être baptisé, il va donc être trahi, il meurt, on est face publique, et puis de l'autre côté, en fait, il ressuscite. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait toute la fresque. Mais là, au XIXe siècle, en fait, on avait ces pièces qui sont donc dans un fond de tiroir, ça n'intéresse personne, et puis donc il faut reconstituer les choses de cette manière. Grâce à l'incendie, si je puis dire, photo suivante, hop, grâce à l'incendie, eh bien, on a découvert, en fait, juste sous la clôture du chœur, un certain nombre de fragments du jubé qui n'avaient, bien évidemment, jamais été mis au jour. Alors, où est passée, en fait, la visite que nous avons faite ce matin était une visite passionnante. On a parlé, en fait, de cette histoire de niveau de sol. Je me souviens un moment, et parce qu'en fait, vous savez probablement que vous avez donc la basse église, l'ancienne, en fait, et puis donc l'église qui est construite à un niveau beaucoup plus haut et qui est la cathédrale actuelle. Et la chose, en fait, c'est que dans tous ces interstices, bon, on n'enlevait pas les morceaux, elle nous a très très bien expliqué ce matin, tout simplement parce qu'en fait, c'est super dur de déblayer un terrain. Donc en fait, quand on construisait par-dessus, on détruisait, on gardait les pierres, et puis ensuite, on construisait autre chose par-dessus. Alors là, en fait, les jubés, la France est la France. En gros, à la Révolution française, on a cassé un peu tout ça, ça n'intéressait personne, machin, et ça, on reconstruit dessus. Très bien. Et donc là, en fait, en dessous, on a découvert des morceaux qui nous permettent notamment d'avoir, là je voulais vous montrer ça parce que c'est sublime. Alors là, évidemment, la diapo n'est pas fidèle. Vous pouvez voir en ce moment ces pièces en fait au musée de Cluny. Il y a une exposition qui s'appelle donc Faire parler les pierres, ou quand les pierres parlent. Je ne me souviens plus en fait quel est le titre exact, mais ça parle de ça. Et donc là, en fait, on a trouvé les morceaux qui nous permettent de reconstituer le crucifix. C'est-à-dire en fait la scène qui précède la scène de la descente aux enfers. Donc on avait bien un crucifix avec un Christ mort. Mais regardez, c'est quand même effectivement quelque chose d'absolument bouleversant. Et donc, on peut reconstituer, en fait, grâce à ces travaux donc, de l'INRAP en 2022, d'autres fragments du jubé donc, qui nous permettent, encore une fois, de reconstituer mentalement, en fait, toute cette scène. Voilà, donc je voulais simplement partager ça et partager avec vous l'émotion qu'est cette exposition que je conseille vivement à tout amateur et à tout amoureux de cathédrale, en fait, d'aller voir à un moment. Voilà. Et l'histoire continue. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos 3 intervenants? Pas de questions? Alors, vous pourrez prolonger la discussion parce qu'il y a une séance de dédicace qui est prévue. Vraiment pas de regret? Est-ce que je peux raconter l'histoire de Susanna qui a fait travailler? Juste à propos il se trouve que j'ai lu des textes, enfin je connais Susanna. Mon étudiante qui a travaillé sur la géographie sur les femmes puissantes. Et en fait, elle a fait travailler, elle a testé en fait le travail, elle a testé les textes médiévaux avec des étudiants à la fac de Nanterre et ailleurs. Et en fait, il y a entre autres, j'ai eu sous les yeux, c'est pour ça que j'en parle, un texte écrit par une étudiante d'origine
je ne sais plus si c'est afghane ou iranienne, dans un français absolument impeccable, et qui s'identifie absolument aux figures de martyrs, et pas du tout en tant que nous, on les conçoit, les figures de martyrs, c'est-à-dire des figures de victimes, mais en tant que figures de femmes qui résistent contre vents et marées par la force de leur corps et de leurs paroles à quelque chose qui est imposé de manière intolérable, en fait. Voilà, c'est juste un petit mot supplémentaire. Pas d'autres observations ni questions? Alors, si vous le permettez, je vais conclure avec quelques mots qui viennent du domaine des murmures de Carole Martinez sur les cathédrales. C'est Esclarmonde qui s'exprime et qui nous dit, on est à Besançon à ce moment-là. Après la porte noire se dressait la cathédrale Saint-Jean. En la voyant au pied du mont Saint-Étienne, mon père, qui admirait cette construction colossale, s'étonnait toujours qu'une telle fleur de pierre eût poussé là, qu'une pareille splendeur fût née de toute cette agitation. Pourtant, il n'y avait pas de doute, les cathédrales étaient filles des villes, sereines émanations de ces remugles urbains et de l'or de leur foire. Elles couronnaient majestueusement cette puissance montante des cités. Voilà, pour terminer avec quelques mots de Carole Martinez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les trois. Merci. Et il y a une séance de dédicace de nos auteurs qui est prévue maintenant, donc n'hésitez pas à aller les retrouver.